Est-ce qu'on devient écrivain? C'est la grande question. Je pense qu'il y a une question de nature d'écrivain. C'est quoi un écrivain? C'est quelqu'un qui est insatisfait de la réalité des autres, qui essaie de la modifier par son imaginaire. Déjà pour lui-même, pour sa vision du monde, et puis pour la vision qu'il va proposer aux autres. Mais on devient écrivain par le travail, c'est-à-dire par l'artisanat de l'écriture, par le maniement des mots, par le fait d'apprivoiser la musicalité des phrases, de marier des mots qui ne sont pas faits a priori les uns pour les autres, de faire parler l'humour là où normalement il n'y a que la gravité pour parler de choses lourdes, la légèreté apparente au service d'une gravité qui est magnifiée justement parce que ça n'est pas redondant et qu'on ne fait pas du larmoyant sur du dramatique par exemple. La littérature, qu'est-ce que c'est? C'est une remise en question de ce qu'on prend d'habitude dans la réalité comme chose acquise, avantage acquis ou inconvénient incontournable. C'est une école de liberté, c'est une école où il faut énormément travailler pour que cette liberté de ton, de style, de regard se communique au lecteur. Et voilà, donc je pense qu'on devient écrivain par refus de quelque chose, par volonté de se consacrer non pas à l'exploration de son nombril, du moins en ce qui concerne ma conception de la littérature, mais de l'exploration du monde, des autres, de la vision des autres. C'est pour ça que j'adore écrire très souvent disant « je » la plupart du temps, à travers des personnages les plus différents de moi possible, de manière à augmenter mon champ de conscience, augmenter mes grilles de lecture du monde, augmenter mon empathie, être davantage moi-même parce que je deviens plusieurs, tout en étant en même temps l'artisan qui contrôle tout cela au niveau de la sincérité, au niveau du savoir-faire, de l'instinct, de l'intuition. Voilà, c'est toutes ces choses qui me paraissent évidentes jusqu'au moment où on me pose la question et où tout à coup je dois justifier. Oui, parce que je suis sans doute un musicien frustré, mais frustré dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'étais fasciné d'abord par l'imaginaire à l'oral. J'ai eu la chance d'avoir un père qui me racontait dès ma naissance des histoires sous forme de feuilleton, un épisode par jour. C'était drôle, c'était subversif, et je voyais que les gens riaient autour de moi. Donc mon humour s'est construit par, je dirais pas imitation, mais par imprégnation, par vigilance, attention de tout cela. Et à un moment donné, je voulais faire pareil, bien sûr, par émulation, mais je n'avais pas les moyens à l'oral, et enfant, de raconter aussi bien que mon père. Et quand j'ai appris à écrire à l'école communale, je me suis dit, mais eh ben voilà, les mots, ça sert à raconter des histoires. Je vais faire encore mieux que mon père, je vais écrire ces histoires, je serai publié, ça voyagera à mon insu, ça touchera des gens, ça les fera vibrer, frémir, rire, pleurer, et en plus ça me rapportera de l'argent, c'est le plus beau métier du monde, donc où est le problème? C'est ça ma vie. Voilà, à 8 ans, j'ai décidé tout cela. Ça a mis beaucoup de temps, la traversée du désert jusqu'à la première publication a été longue, mais j'écrivais 1 ou 2 romans par an que j'envoyais aux éditeurs à partir de 9 ans, et puis voilà, c'était simple. Mais la musicalité des mots a toujours été au départ, parce que je me disais, il y a encore mieux qu'écrivain, il y a compositeur de musique, parce que ça passe dans toutes les cultures, dans toutes les langues, il n'y a pas besoin de traduction. Sauf que donc j'ai demandé à apprendre un instrument, mais j'étais absolument pas doué. Puis le solfège, ça ressemblait aux maths et j'étais totalement allergique. Donc frustration, mais frustration constructive. C'est-à-dire que je me suis arrangé pour que mes mots comportent une musique. Et donc je me suis mis à écrire à voix haute, à écrire en respectant une rythmique, une harmonique, en faisant du contrepoint, des changements de tempo, des bémols, des accélérations de rythme. C'est pour ça que lorsque je rencontre Michel Legrand en 1986, quand j'ai 26 ans, Jean-Claude Brialy qui allait jouer ma pièce Le Nègre avait demandé à Michel Legrand de composer la musique.
Et Legrand lit mon texte, il lit quelques livres de moi, il me dit vous avez un sens de la musique incroyable, on va écrire ensemble une comédie musicale à partir du Passe-Muraille de Marcel Aimé que vous aimez fatalement. Donc voici les cassettes avec quelques airs et on se met au travail la semaine prochaine. Il n'y a pas un point d'interrogation. En fait, Legrand avait puisé dans, je le cite, la musique de mes mots, l'évidence qu'on allait travailler ensemble. Extraordinaire cadeau que vous fait la vie parfois parce que vous émettez des rêves, des souhaits, et quelqu'un les capte. Et quand c'est un génie, le plus grand génie musical vivant et en pleine forme, qui vous choisit pour travailler avec vous, ça c'est un moment extraordinaire. Comme quoi les frustrations bien vécues et bien menées arrivent à la réalisation de certains rêves. Non, c'est une phrase que j'ai eue un jour et qui était terriblement répercutée. C'est marrant, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Je ne la conteste absolument pas, mais elle a marqué les gens. C'est intéressant d'ailleurs, je peux retourner la question, pourquoi est-ce que cette phrase marque tellement les mentalités, la presse, les lecteurs? Mais j'ai dit ça parce que je préfère, à la différence de beaucoup de consoeurs et de confrères, prendre un personnage au fond du gouffre qui a été brisé, trahi, renié, assassiné, démoli, tout ça, en mésestime de soi et qui remonte petit à petit. Souvent, dans les romans, on part sur quelque chose de formidable qui s'avère une illusion, et puis l'illusion amène la déchéance ou l'usure, ou tout ça, et puis ça finit très mal. Je préfère les gens éclatés qui se reconstruisent, souvent d'ailleurs en reconstruisant les autres, parce que je ne crois pas au développement personnel, ce truc dont on nous rebâche les oreilles, qui est uniquement un nom confortable de l'égocentrisme. Le développement personnel, le vrai, c'est quoi? C'est aider les autres à développer ce qu'ils ont de formidable et qui vous donne du bonheur à vous. C'est pas se dire je me coupe du monde parce que je vaux bien mieux que le regard des autres, donc je me... Oui, évidemment, il y a des moments où ça paraît une nécessité, mais ça ne va pas bien loin, sauf si on a juste de la vie une image autocentriste, c'est-à-dire qu'on part de soi pour revenir à soi. C'est pas ce qui me rend heureux dans la vie, c'est pas ce qui m'excite, c'est pas... Donc, mais je conçois qu'il y ait des gens qui y trouvent une apparence de bonheur, ou en tout cas de pouvoir sur le monde et sur eux-mêmes. Mais c'est tellement plus formidable de sentir la résonance. C'est aussi le côté musicien frustré en moi qui dit ça. Sentir la résonance dans un lecteur, qu'il soit un critique, qu'il soit un anonyme, qu'il soit un enfant qui vous découvre, sentir que vos mots ont fait leur chemin dans la conscience de quelqu'un, qu'il voit le monde un peu différemment, ça c'est terriblement gratifiant pour moi. C'est mieux que tous les prix qu'on a pu me donner. C'est... Voilà, je pense que la littérature est à la fois là pour faire du bien, consoler, redonner... la part d'illusion nécessaire, sans quoi on ne se révolte pas, contre l'ordre établi ou le fatalisme. Et c'est pour à la fois remettre en ordre et perturber. Je crois pas en l'ordre comme tel, ni en la perturbation comme vertu, mais simplement à l'alliance des deux. Il faut une vraie dose de perturbation pour arriver à mettre de l'ordre dans les sentiments. Parce que sinon, on est on a des œillères. D'abord, il faudrait définir le mot génie. Et pour moi, il faut quand même beaucoup de temps. Si j'emploie ce mot pour Legrand, et je n'emploierai pas pour moi, parce que j'ai encore plein de choses à faire, et Legrand aussi d'ailleurs, mais simplement, il y a quelque chose qui traverse les modes, les succès, les traversées du désert, et qui est plus fort que le vieillissement. À plus de 80 ans, Michel Legrand a des impatiences de jeune homme que je n'ai pas. Je dirais pas que je n'ai plus, mais que je n'ai pas, parce que je suis plus mûr que lui. À 8 ans, j'étais plus mûr que Michel Legrand aujourd'hui, mais mûr au sens où je mets en perspective des tas de choses
avant de prendre une décision, par exemple. Le grand est un fonceur absolu, c'est un gamin total, avec des intuitions, des intransigeances, des caprices et des générosités qui composent sa fibre de créateur. Et quand tout cela, tous ces facteurs-là permettent à 80 ans d'écrire, pour moi, la partition qu'il a écrite sur notre opéra Dreyfus, c'est une des choses les plus fascinantes qu'il a écrites toute sa vie. Il est constamment en progrès. Alors, il faut le temps, évidemment, parce que tout le monde parle des parapluies de Cherbourg, tout cela, les moulins de mon cœur, qui sont des œuvres cultes, inscrites dans la mémoire des gens. Mais quand les musicologues entendent Dreyfus et disent c'est ce que le grand a fait de mieux dans sa vie, c'est extraordinaire. Parce que quel créateur à 80 ans peut se dire qu'il a encore le mieux à faire et que les gens le perçoivent comme tel. J'ai la grande chance de participer à cette aventure-là, et moi qui suis un solitaire de romancier, quel luxe lorsque je peux participer à une aventure collective avec un génie comme lui. Grande surprise. C'est-à-dire que lorsque la commande nous est faite à Michel Legrand et moi par Jean-Louis Grindac, qui à l'époque dirigeait l'Opéra de Liège, maintenant dirige l'Opéra de Monaco, et qui avait assisté au Passe-Muraille, et qui nous a dit « mais il faudrait absolument que vous fassiez Dreyfus en musique ». Michel dit « oui, absolument, quelle idée géniale !» et moi je freine. Oui, c'est moi quand même le temps de... Je ne fais pas faire une leçon d'histoire, je ne suis pas des gens éminents ont creusé cette affaire. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau ? Quel angle puis-je apporter ? Sinon, c'est pas la peine que j'y aille. Et le lendemain, j'avais trouvé l'angle qui n'a jamais été pris. C'est celui du vrai traître d'Esterhazy, le voyou. Le voyou utilisé par des salauds, mais des salauds très intelligents. Le ministre de la Guerre, le général Mercier, le général Saussier, le général Deloy, c'est trois hautes autorités de l'armée française qui décident de faire passer de faux renseignements aux Allemands à travers l'officier le plus pourri, dépravé, védal qui existe, qui est le commandant Esterhazy, parce qu'il faut faire croire aux Allemands que la France essaie d'améliorer le canon de 120 alors qu'elle travaille sur le canon de 75. Ça paraît comme ça une chose anecdotique. Non, c'est grâce à cela que la guerre de 14 sera gagnée, c'est ce canon de 75. Sur quoi c'est une réussite. Cette abominable affaire Dreyfus, à l'arrivée, sur le plan militaire, est une réussite, ce qui est quelque chose que personne ne dit jamais. Mais pour en arriver à ça, il fallait donc faire tomber entre les mains d'Esterhazy ces documents, ces faux documents, en sachant qu'il allait les vendre à l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen. Sauf que Schwarzkoppen ne veut surtout pas faire d'espionnage, parce qu'il adore les petites femmes de Paris, la vie facile, et son ambassadeur interdit toute forme d'espionnage. Donc comme il veut rester là, il jette à la poubelle, dans sa corbeille à papier, le fameux bordereau des documents transmis par Esterhazy, en sachant que sa femme de ménage travaille pour les services secrets français. Donc il fait passer le message aux services secrets français: faites gaffe, vous avez un traître à l'état-major, faites le ménage. L'information aussitôt remonte au ministre de la Guerre, il y a un traître à l'état-major, lui il le sait, c'est lui qui a fabriqué le traître. Donc pour continuer à protéger son traître, qui est chargé de faire passer de faux renseignements aux Allemands, il est obligé d'inventer un pseudo-traître et de faire un casting avec les officiers en stage d'artillerie capables d'avoir les renseignements qui figurent sur ce bordereau. Et il n'y en a pas 36, il y en a 7. De fond, la mode François, grande famille, non pas possible. Capitaine Robert, non, son père est un ami, le général Deloy. Dreyfus Alfred, formidable, un juif. Tout le monde y croira. Le juif, c'est un apatride, c'est un traître. Voilà comment est née l'affaire Dreyfus. Et par le point de vue du vrai traître, qui se rend compte qu'il est manipulé par les salauds qui sont le ministre de la Guerre et ses acolytes, qui lui nous raconte ça, on a tout à coup tout le cynisme, toute la vérité, hélas terriblement contemporaine de tous ces complots qui prennent naissance dans les cabinets ministériels où au nom d'une très bonne idée stratégique, on va sacrifier des êtres humains. On voit, je n'ai pas besoin de faire le détail, je veux dire du Rainbow Warrior jusqu'à l'affaire Kerviel aujourd'hui, on voit très bien le lampiste sacrifié
pour servir l'intérêt général ou les magouilles consensuelles, et on donne en pâture à l'opinion publique quelqu'un qui permet de continuer tranquillement à travailler dans l'ombre. Donc le public, il sent évidemment les répercussions, l'actualité terrible de tout cela, sans parler bien sûr de toutes les résurgences d'antisémitisme qui ne sont pas la cause de l'affaire Dreyfus, mais qui ont été le ferment de toute cette affaire-là, car sciemment, le général Mercier a choisi un juif pour alimenter le pouvoir terrible de la presse antisémite à l'époque, que tout le monde soit content. Vous pensez que les juifs sont des traîtres? Eh bien, je vous le prouve, et voilà un traître juif. Alors que le même général Mercier était accusé d'avoir favorisé l'ascension des juifs dans l'état-major. Donc, revisiter ces coulisses-là de l'affaire Dreyfus, c'est à la fois quelque chose de jubilatoire. Ce qui est très provoquant dans l'œuvre, c'est qu'on rit aussi. Mais oui, parce qu'au moment de l'affaire Dreyfus, il n'y avait rien de dramatique en France. Avant que ça éclate, il y a des gens qui faisaient la fête, des gens qui se régalaient du très bon tour qu'ils jouaient aux Allemands. Dans la réalité, car je n'ai rien inventé, le commandant Esterhazy était propriétaire d'un bordel déficitaire. Il était obligé de faire chanter tout l'état-major, le président de la République aussi, pour faire vivre ses filles. Il avait charge d'âme, il avait charge de dame, comme il disait. Il fallait changer les tuiles du toit et tout. Et donc, il raconte l'affaire Dreyfus au pute de son bordel, à sa manière à lui. Et évidemment, on n'a jamais entendu parler comme ça de l'affaire Dreyfus. Mais pour vraiment redonner la vérité dans son contexte, il fallait en passer par ce spectacle-là, qui donne autant de jubilation qu'il donne d'effroi, parce que lorsque vous avez une scène sur les filles, les choristes qui chantent là, tout ce que raconte Esterhazy en se marrant, et que derrière on arrête toute la musique, il y a la dégradation de cet innocent qui, après avoir été dégradé, se retourne vers la foule en disant « Vive la France, vive l'armée ». C'est terrifiant, ça s'arrête là, la première partie. Tout le côté dramatique, terrifiant du sort fait à cet innocent est amplifié par toute la comédie sociale qui se déroulait en même temps. Quand on me demande qu'est-ce que vous voulez de plus, parfois c'est parce que vous m'avez demandé, mais parfois les gens disent ouais, vous avez tout eu, succès, mais je sais pas, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je dis, rien, continuez, espérer d'être encore en forme le plus longtemps possible pour avoir envie de prendre des risques, de raconter des choses nouvelles à des publics plus variés possibles. Voilà, en littérature, en cinéma, en théâtre, en musical. Mon problème, c'est pas les projets, c'est le temps. C'est-à-dire que j'adore être un contemplatif, et là, ma grande frustration est de ne plus avoir le temps d'être un contemplatif. Je suis toujours dans le travail, dans l'action. Sauf que lorsque je m'échappe, il suffit de quelques heures de contemplation, d'adéquation avec un paysage ou avec une personne pour faire comme si c'était des mois. Ça, c'est le privilège, je pense, des gros travailleurs qui, lorsqu'ils s'arrêtent, vivent en puissance 1000, ce que ordinairement on appelle le temps libre ou les vacances ou les congés, ce que je n'ai pas généralement. Donc quand tout à coup je m'octroie ça a une puissance extraordinaire, et il suffit parfois de 5 heures, une semaine, dans un beau paysage, dans un beau cadre, ou de 2 heures dans les yeux de quelqu'un de fascinant pour oublier qu'on travaille tout le temps. Merci à vous.